Ça passe? Eh les gars, venez voir. Juliette et John Charrière, fondateurs de cet établissement en 1937, grâce aux précautions prises et à leur sang-froid, ont fait échouer une rafle d'enfants juifs organisée par la Gestapo de Lyon au cours du printemps 1944. Donc il y a eu des juifs cachés ici? Bah venez les gars, on va à l'intérieur, on y trouvera certainement plus d'informations. Ouais, bonne idée. Regardez ce qu'il y a là. Il y a 50 ans, un enfant juif de 5 ans. La remise de la médaille est juste à Juliette et John Charrière. Ce journal doit dater des années 90, on n'était même pas nés. Qui va là? Pardon, on s'est perdu. Mais vous n'êtes pas les jeunes de l'Institut, vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Désolé monsieur, on était juste un peu trop curieux et on voulait en savoir plus sur les juifs cachés, c'est pour ça qu'on est venu ici. Ah, bah c'est bien, vous vous intéressez à l'histoire locale au moins vous. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de contacter Gérard Rochat. Il connaît bien ces événements et habite à Saint-Jean-de-la-Porte. Gérard Rochat, vous dites? Oui, c'est un ancien prof d'histoire. Allez les jeunes, je suis désolé mais vous ne pouvez pas rester ici. Je vais vous faire sortir. Oui, bien sûr, merci monsieur. Bon les gars, ça vous dit qu'on aille voir ce monsieur Rochat pour en savoir tout ce qui s'est passé ici? Bah oui, carrément. Ok, bah du coup pour ceux qui peuvent, on se retrouve demain au Pige et puis on préparera les questions et on va l'appeler. Ok, Ouais. cool. Ça marche. Donc, c'est Gérard Rochat à Saint-Jean-de-la-Porte. Bon les gars, nous on s'occupe des questions. J'allais les gars, c'est bon. J'appelle. Allez, tiens, numéro. Qu'est-ce qu'on peut Ok monsieur Rochat, merci. À tout à l'heure. Bon les gars, monsieur Rochat nous invite à discuter chez lui dans 1 heure. Ok, c'est parti. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Bonjour. Entrez. Bonjour. Bonjour. Allez-y, installez-vous. Monsieur. Voilà, prenez place. Bonjour les jeunes. Bienvenue au Bourg-Escale, commune de Saint-Jean-de-la-Porte. Je vous écoute. Bah alors déjà, merci de nous recevoir ici. Et comme je vous l'ai dit au téléphone, en fait, on aimerait bien en savoir un peu plus sur tout ce qui concerne l'IME et les juifs cachés ici, il y a à Saint-Jean à l'époque. Alors dans cette IME qui s'appelle Saint-Réal, qui appartenait à une famille de la noblesse savoyarde, c'est les Saint-Réal, cet établissement a été revendu au XXe siècle à monsieur et madame John et Juliette Charrière. Et ils en ont fait un préventorium ou sanatorium pour soigner des tuberculeux qui venaient ici prendre le bon air de Savoie. Et en 1940, au début de la guerre,
une famille juive, les Reichelberg de Lyon, qui sont des fourreurs, viennent demander à monsieur et madame Charrière de cacher leurs 2 enfants, dont Arié, qui s'appellent Arié et Ruth. Ils le font. Ces 2 enfants vont traverser toute la guerre à Saint-Réal avec une dizaine d'autres enfants et une dizaine d'adultes qui avaient des faux papiers pour les enfants et des faux permis de travail pour les adultes. Arié Reichelberg, après la guerre, a participé au classement de Saint-Réal au rang de juste parmi les nations. Qu'est-ce que c'est ? C'est un classement que donne l'État d'Israël à tous ceux qui ont protégé au risque de leur vie des Juifs pendant la guerre. Et il a obtenu, ce monsieur, Reichelberg, qui était devenu ingénieur à Jérusalem, il a obtenu le classement de cet établissement et surtout de leur directeur. Et en 1990, on leur a remis une plaque et une décoration avec l'ambassadeur d'Israël en France. Ils étaient élevés au rang de juste parmi les nations. Seulement, ils étaient décédés. C'est leurs enfants qui ont participé à cette cérémonie. Mais les Allemands ne se doutaient pas qu'il y avait des Juifs cachés à l'IME. Oui, ils s'en doutaient. Et ils font des descentes. Lors d'une de leurs descentes dans cet établissement, l'officier allemand est dans le bureau du directeur, M. Charrière, et il est en train de vérifier les listes des gens qui sont dans cet établissement, dans ce préventorium. Un gendarme de Saint-Pierre-d'Albigny est venu dire à Madame Charrière, faites attention, il va y avoir un contrôle. Les enfants et les adultes ont eu le temps de se cacher dans les bois sous l'Arcluse. Et les Allemands, voyant arriver une des filles de M. Charrière, et Madame Charrière, qui a la rougeole, avec des boutons plein le visage, prennent la fuite, de peur qu'elle soit contagieuse. Et en France, à cette époque, avait-il beaucoup d'antisémitisme en France ? Pendant la guerre, en 1940, on applique par contre des lois antisémites. C'est une conjoncture de guerre. Et là, on applique les lois qui avaient été appliquées en Allemagne. Vous avez vu par exemple la nuit de cristal, vous connaissez un peu ce qui se passe en Allemagne. Maintenant, ça va se passer en France. Et l'antisémitisme est devenu un racisme, un antisémitisme d'État. C'est l'État de Vichy qui l'impose. Et pensez-vous que les préjugés existent toujours aujourd'hui ? Les préjugés dans la société française de 2017 existent bien sûr. Il faut quand même voir que toute l'histoire de France est du XXe siècle, mais du XXIe, mais surtout du XXe siècle, a été faite d'immigration, d'arrivée d'étrangers, surtout dans les années 50 et 60. Aujourd'hui, il y a près de 4 millions d'étrangers qui vivent en France, d'étrangers. Entre les années 50 et 60, sont rentrés des millions d'étrangers parce qu'il y avait un appel de main-d'œuvre pour des tâches, vous savez bien, des tâches que les Français n'occupaient pas. Et à partir des années 70, il y a eu la crise économique et la montée du chômage. Et si vous faites cohabiter des Français nationaux avec des étrangers, et s'il y a moins de travail, ces préjugés ne peuvent qu'exister. Malgré les lois, n'oublions pas qu'en France, nous avons toutes les lois qui sont contre le racisme, l'antisémitisme, pour l'égalité devant le travail, l'égalité des sexes, etc. Et l'image des époux Charrière nous montre que ce qui compte, c'est finalement les valeurs d'égalité et de fraternité. D'ailleurs, vous savez qu'on accueille, est-ce que vous savez qu'on accueille des réfugiés à Saint-Pierre-d'Albigny, dans la commune où vous allez au collège? Oui, on en a entendu parler. Bien voilà les jeunes, je vous ai expliqué l'essentiel sur l'IME Saint-Réal, cette très belle histoire, et puis je vous souhaite bonne continuation dans votre travail d'approfondissement sur ce sujet. Ben merci, c'était super intéressant et merci d'avoir pris du temps pour cet échange. Avec plaisir les jeunes, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça marche, merci beaucoup et peut-être à une prochaine fois. Je vous raccompagne. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon les gars, c'était sympa cette petite discussion. Carrément, faudrait trop qu'on se revoie pour faire un débrief. Bonne idée. On fait ça la semaine prochaine, normalement je suis dispo et puis on pourra parler de ça. Ok, ça marche. À plus les gars. Salut. À plus les gars.
les gars, écoutez ça. Pour moi, un musulman est un musulman et un français est un français. J'aime les Arabes qui sont comme nous. Ils ne vivent pas comme nous, monsieur. Ils sont en dessous de nous. Quand vous dites qu'ils sont en dessous de vous, qu'est-ce que vous dites? En dessous de nous. Ils sont pas fins comme nous. Ils sont pas intelligents comme nous. Ils sont pas comme nous. Ils sont sauvages. C'est bizarre ce qu'ils pensent quand même, ces gens. Ça ne peut pas être vrai ce qu'ils disent. Bah non, c'est justement ça les préjugés. Oui, mais alors ils viennent d'où ces préjugés? Les gens, ils n'ont quand même pas inventé tout ça. Et les jeunes, on organise une semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. J'espère que vous pourrez venir. C'est super ces rencontres, faut qu'on y participe. Voilà l'occasion de rencontrer les réfugiés de Saint-Pierre. Ce serait bien, on pourrait leur poser des questions et en savoir plus sur eux. Il y a même une conférence sur le racisme. On y sera, on pourra comprendre d'où viennent vraiment ces préjugés. Ok les gars, rendez-vous samedi pour la première rencontre. Demander à tous d'essayer de faire Tuer beaucoup de gens, et la pauvreté pour tenter leur chance aux Amériques. États-Unis, Canada, ils cherchent d'abord refuge dans leur propre pays. Ce qui sera dit en arabe sera traduit en français par Sonia. J'ai participé pour continuer mon vie, mon étude. Je vais être ingénieur en formation. Notre problème en Syrie, qu'est-ce qu'on a fait en Syrie? On a cherché la liberté comme ici, en France. On a sorti juste pour la liberté. Ils ont bombardé toutes les villes tout de suite. Beaucoup de gens morts et handicapés. Les talibans ont envoyé une lettre en lui disant qu'ils travestissaient la foi, qu'ils voulaient convertir les jeunes au christianisme et que lui aussi, il était pas sur la bonne voie. Quelles ont été les conditions de voyage? C'était un voyage très dangereux parce que c'est une zone de Daesh. Dans quelle situation ils sont ici d'un point de vue administratif, tant que leur statut n'est pas réglé? Ils sont demandeurs d'asile, donc ils sont sous la procédure de demande d'asile en attendant leur reconnaissance d'une protection. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, il y a différents types de protection, mais une protection donc, de l'État français. Mais vraiment, ils n'ont pas le droit de travailler. Ils n'ont pas le droit de recevoir, d'avoir un contrat de travail. Le regarder comme ça. Salut à tous, je m'appelle Hamza Rachid, je viens de Syrie et j'habite à Saint-Pierre d'Albini. Elle vient de Syrie. Elle vient de Alep. Je m'appelle Mahdi, je viens d'Irak. Et tu parlais pas un mot de français en décembre? Non, décembre. D'accord. Il y a juste 3 mois. Les nôtres apprennent aussi vite l'anglais en 3 mois. Do you want to go back to your country? Si c'était pas la guerre et serait resté au sein de sa famille. Where did you sleep during the trip? The Coast Guard capture them, they will put you in the jail for one night, then they will leave you. Donc la police les arrêtait, mais ils dormaient en prison. Et
puis ensuite on les relâchait. Les conditions dans les camps de réfugiés en Grèce, c'était... Ils Ils avaient 1 mètre sur 2 mètres. Passer 8 mois dans une petite cage. Ils ont beaucoup souffert. Ça reste des souvenirs maintenant. Comment ils occupent leur journée? J'ai l'impression que ça doit être... Je me mettrais dans leur situation à la fois compliquée. Je m'ennuierais, ce serait long, des journées longues, etc. Comment on occupe une journée de réfugiés quand on arrive en France, quoi? Je dis qu'il n'y a pas de routine. La première fois où ils sont arrivés à Saint-Pierre, ils ont fait la rencontre avec l'ACA. Et grâce à Marie et l'équipe qui est derrière, donc ils ont réussi à faire plein d'activités. Les ateliers langage. Oui. Voilà, le plus important c'est le langage. Donc il y avait des bénévoles qui venaient à l'ACA, qui leur donnaient des cours de français. Oui. Et après, Marie, il a fait beaucoup de choses. Il les fait sortir, il ramène en balade. D'autres habitants. Et bon, on rencontre d'autres personnes, donc du coup, vu qu'il n'y a pas trop de routine. Les élèves posaient des questions tout à l'heure, demandaient c'est pourquoi Saint-Pierre d'Albigny? Alors Saint-Pierre d'Albigny, c'est parce que le CADA a été donc implanté sur la côte de Savoie pour des raisons de logement, pas de logement vacant notamment. Et donc eux ont été orientés par l'État français sur le CADA ici. Je précise quand même que sous statut réfugié, on peut voyager dans le monde entier sauf dans son pays d'origine. C'est-à-dire que voilà, si la France a donné la protection parce que les personnes sont en danger dans leur pays d'origine, elles n'ont pas le droit de retourner dans leur pays d'origine tant que la situation du pays n'est pas reconnue stable, etc., sous peine de perdre leur statut de réfugié. Ça fait 3 ans que Daesh ils ont occupé la ville de Mossoul. Donc ils ont obligé toutes les femmes de retourner à la maison et surtout mettre le voile intégral. Alors il dit que tout ce qu'ils font, l'État islamique, ils le collent à la religion musulmane, mais ça n'a rien à voir. Donc c'est ce qu'ils sont en train de passer, ça n'a rien à voir avec la religion. Sa fille, il dit qu'ils font l'effort, ils vont faire l'effort de découvrir ce nouveau pays qui les accueille. Et il espère et demande à Dieu d'apprendre le français et d'avoir le moyen de se communiquer avec tout le monde. C'est des gens qui cherchent la paix. C'est des gens qui cherchent à vivre dans la dignité comme tout le monde. Nico. Insensé qui pense que je ne suis pas bon. Toutes les littératures concordent pour dire que le stigmatisé finit par produire le stigmate. Et c'est le cercle vicieux. Parce que plus il produit le stigmate, plus il est stigmatisé. C'est-à-dire qu'il confirme l'imaginaire. Il apporte la confirmation à l'imaginaire. Ah, on a raison de penser comme ça. Il est comme ça. Le communautarisme naît de la stigmatisation et du rejet. Donc le cercle vicieux, il est dans ce que produisent les médias, ce que produisent ce que produit la politique, ou ce que produisent les politiciens, certains politiciens, pas tous du moins, et donc qui font que on sature l'imaginaire collectif et on renforce une figure d'étranger menaçante. Le fondement de l'humain est universel. Nous partageons, malgré la couleur de nos peaux, nous avons tous des moments de blues, des moments de joie, des moments d'amour, des moments de haine, des moments de colère, des moments de tolérance et d'ouverture vers l'autre, etc. C'est derrière la peau noire, il y a le sang rouge. Et le sang rouge coule pratiquement chez tout le monde. L'autre nous fait peur parce qu'il nous ressemble tellement. L'autre nous inquiète
parce que son inquiétude est celle qui est à l'intérieur, qui est aussi à l'intérieur de nous. Et donc, on est tellement semblables qu'on finit par avoir peur de nous-mêmes en se regardant dans le visage de l'autre. Qu'est-ce qui manque pour justement que cette ressemblance soit reconnue par les uns et les autres? Il manque la rencontre. Plus on est dans la rencontre, plus nos angoisses s'atténuent. Évidemment, plus l'inquiétante étrangeté chez l'autre s'estompe, et plus la dimension semblable devient accessible, devient réconfortante, devient enrichissante. Comment peut-on réagir face à quelqu'un qui a peur de l'étranger? L'aider à réaliser la rencontre. Mais oui. Bon, bah elles sont bien sympas ces réfugiés en tout cas. Bah oui, c'est gens comme nous en fait. Ils veulent juste vivre normalement en fuyant la guerre. Ouais, et j'ai bien aimé aussi la conférence de M. Yayaoui. Même si j'ai pas tout compris, j'ai appris des choses. En tout cas, il y avait du monde à ces rencontres. Ouais, ils étaient super accueillants par rapport à ce qu'on a vu sur internet. Je me demande comment les gens d'ici perçoivent les réfugiés. On pourrait aller leur demander. Ouais, on pourrait faire un micro-trottoir. Bonne idée. On peut aller demander à Nicolas pour qu'il nous filme avec sa caméra. Allez, c'est parti. Ah, Saint-Pierre d'Albini. Oh, mais d'abord, on peut dire. Salut Jeanne, salut. L'autorisation d'image pour l'image. Ouais. Bravo, et puis du coup, enregistrer le son par le micro et la caméra. Et après, on a vous posez les questions, moi je filme et puis après, il faudra trouver d'autres questions qui sont plus faire d'autres. Ah, et puis. Pour la problématique des étrangers. Bonjour, excusez-nous de vous déranger, est-ce que vous avez quelques instants pour des petites questions? Est-ce que vous acceptez qu'on vous filme et qu'on enregistre? Donc c'est quoi votre avis à propos de ces réfugiés arrivés ici? Moi je trouve que c'est malheureux pour ces gens de quitter leur pays et puis ils sont pas tellement bien accueillis en France. Personnellement, ils me dérangent pas, ils me foutent pas la merde comme tout le monde. Ouais. Et du coup, est-ce que vous avez des problèmes ou pas avec le fait qu'il y ait des réfugiés en France ou... Absolument pas. Absolument pas. S'ils sont dans la souffrance, c'est très bien. On va les accueillir. Il suffit qu'on sache davantage qu'ils sont là parce qu'on ne sait pas forcément. J'ai rien contre, à partir du moment où ils sont pas laissés, où on les fait pas venir en France sans aucune aide, sans aucun encadrement, et allez, débrouillez-vous. Quelle est la meilleure manière d'accueillir les migrants? Les intégrer au maximum, hein. Pas les foutre dans des ghettos comme on fait à l'heure actuelle, même à Saint-Pierre. Hein. Oui. Les HLM du bas, c'est un ghetto. Hein. La meilleure manière, c'est déjà leur faire apprendre le français et surtout leur donner du boulot, s'ils n'ont pas de boulot. Et comment vous réagissez face aux personnes qui font preuve de xénophobie ou de préjugés? Ça ne devrait pas exister. Des abrutis finis. Qu'ils aillent voir un petit peu, qu'ils voyagent un petit peu, et puis ils verront ce qui se passe ailleurs, et puis ils comprendront. À mon avis, c'est pas fondé. C'est pas fondé? Pour moi, c'est pas fondé. Ouais. C'est plus un réflexe qu'autre chose. D'accord. J'ai envie de leur dire d'aller voyager, quoi. Juste ça, et c'est tout. Je pense que c'est de la pure bêtise, quoi, les racistes et des trucs comme ça. Ils s'opposeraient, après ils se battent non plus, je veux dire. Chacun a ses idées, je pense, moi. C'est des gens fermés, et le jour où ils sont dans la panade, ils sont bien contents qu'on les accueille. L'idéal, ce serait que les gens soient bien dans leur pays, donc faire quelque chose afin que les gens soient heureux dans leur pays et qu'ils ne soient pas obligés de partir de leur pays. L'idéal, ça serait de leur pays de faire le nécessaire pour garder les gens. Malheureusement, si les pays sont en guerre, c'est pas facile. Non, mais je comprends. C'est ça le problème. C'est compliqué, c'est vrai. C'est compliqué. D'accord. C'est vrai que nous, on serait à leur place, il y aurait les mêmes problèmes, on partirait. Ouais. Donc ils arrêtent de vendre leurs armes.
Et puis ça ira beaucoup mieux partout dans le monde. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, le gros de ma pensée, c'est que si la France, au lieu d'aller taper sur les uns et les autres, notamment en Syrie, même si maintenant on entend moins parler, si ces gens-là, on les laissait un peu se débrouiller chez eux, certainement qu'il y aurait moins de migrants qui viendraient, parce que la plupart, c'est des migrants qui partent à cause de la guerre. Hein, Parce qu'on ne peut pas... on peut pas avoir tout le monde comme ça qui arrive. On ne peut pas accueillir toute la misère. Parce que c'est pas drôle pour eux. Parce qu'après on s'occupe de certains, on ne s'occupe pas de tout le monde. Ils n'ont pas la vie belle là-bas, mais on peut pas, disons qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Ça, le problème, c'est là. Disons, on ne peut quand même pas laisser rentrer des quantités, étant donné qu'il y a déjà, je ne sais pas combien de millions de Français qui sont dans le besoin, quoi. C'est évident. Hein. On n'arrive déjà pas à nourrir les Français, pourquoi on nourrit les autres? Ils nous prennent notre boulot que nous, on en a déjà pas. Donc, tu sais quoi, ils rentrent en France, on leur donne des sous, on leur donne des ci, des là, alors que nous, des Français, des familles françaises que je connais, ils n'ont rien du tout, quoi. Je pense que le problème, c'est comme la plupart des gens disent, il y a plein de Français qui sont dans le besoin, et que bon, il faudrait peut-être penser aussi à eux, quoi. Déjà chez nous, on a du mal à gérer tout le monde. Il y en a plein qui ne mangent pas à leur faim, qui ne sont pas hébergés. Pourquoi on donne de l'argent à eux et puis qu'il y a encore des SDF qui meurent de faim? Oui, il faut déjà que les Français, mettre une priorité sur les Français. Après, quand tu vois des gens comme ça, tu ne peux pas les laisser crever de faim non plus quand ils sont ici. Quand ils arrivent tous sur les côtes, on ne peut pas non plus les laisser mourir. Mais c'est sûr que je reconnais que ces gens-là, on ne peut pas les laisser, on est humains. On ne peut pas les laisser comme ça. Mais on ne peut pas les laisser dehors, ces gens-là, c'est clair. On ne peut pas les laisser dehors. Après, n'importe quelle personne, on ne peut pas la laisser dehors. Non, on ne peut pas la laisser dehors. On ne peut pas les laisser coucher dehors, c'est pas possible. C'est bien le truc quand même. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des réfugiés qui sont arrivés à Saint-Pierre-d'Albigny? Des réfugiés? Oui. Je suis au courant, oui. Quel est votre avis à propos de ces réfugiés arrivés ici? Moi, je suis content parce qu'ils viennent de Syrie, des pays en guerre, et je suis content qu'ils viennent étudier ici en France. Moi, je les accueillerai très bien, moi, gentil. Je leur donnerai encore, même s'ils ont besoin de quelque chose, je leur donnerai ma chemise, moi. Qu'est-ce que vous en pensez des gens qui peuvent être racistes, qui peuvent avoir des propos Pour moi, c'est des salopards. C'est tout. Parce que racistes, en France, il y en a. Mais il y en a des racistes, c'est vrai. Moi, j'avais été jeune quand en Picardie, on était envahi par la dernière guerre par les Allemands. On crevait de faim. On n'avait rien à bouffer. Je mangeais des feuilles de pêcher dans le jardin, j'essayais d'avoir des trucs pour manger. J'allais chez les mecs chercher un couteau de pain. Tout ça. Et j'ai connu la dernière guerre, j'en ai fait une autre en Algérie. Il ne faut pas être comme ça. On est tous les mêmes, on est tous la même catégorie. On n'a peut-être pas la même couleur, mais il faut s'aider les uns aux autres. Est-ce que vous avez déjà rencontré ces réfugiés? Ah oui, il y a celui qui est venu le jour, des jeunes comme vous, qui sont venus, qui viennent de Syrie. Et ils apprennent ici, ils ne parlent pas bien le français, mais au moins, ils même jouent la belote avec moi. Et la rencontre avec les jeunes réfugiés qui sont venus, là, vous les avez rencontrés, ça vous a apporté quoi cette rencontre? J'étais content, mais l'animatrice qui est là, j'étais content. On a discuté, on a parlé. Tout. Il y a même des Arabes qui viennent, des femmes arabes là, qui passent. Moi, je leur parle, je dis la baisse, ça, vous allez voir, bien. Le cœur, quand on dit bonjour à un arabe, non, parce que, même comme si on a 25 000 ici, c'est quand même plus des gens qui sortent de leur pays qui étaient en guerre. C'est tout à fait normal quand même qu'on les reçoit, que ce soit nous, que ce soit notre pays, l'Allemagne, l'Angleterre, c'est normal, après tout. Vraiment, merci. La prochaine fois, vous revenez amener un litre de blanc. Bon, au revoir. Allez, monsieur Grec, hein. Au revoir, Nikos. Bon, on voit que les gens sont assez nuancés finalement. Ouais, ils ont tous une certaine inquiétude envers le migrant, mais ils les rejettent pas pour autant. Ce qu'on a entendu le plus, c'est qu'on peut pas accueillir tout le monde. Oui, et beaucoup disent qu'il y a une priorité envers les migrants par rapport aux pauvres en France. C'est compliqué tout ça. Comment savoir si c'est vrai? Et si on allait demander l'avis aux élus locaux? Genre le maire et tout? Oui, bonne idée. Ils pourront sûrement répondre à ces questions. Allez, c'est parti. On prépare tout ça et on passe des coups de fil. Tu vas.
Bonjour. Nous allons vous proposer de visionner notre micro-trottoir qu'on a réalisé au lac de Saint-Pierre-de-Villy. Dans cette vidéo, on a vu le premier point qui ressort, c'est les inquiétudes des gens sur la capacité de la France à accueillir tout le monde. Donc, quelle est votre opinion sur ce point et les inquiétudes sont-elles justifiées? Je crois qu'il faut qu'on parle aux gens, il faut leur expliquer, parce que souvent, c'est l'ignorance qui crée les amalgames et qui, justement, font que les gens, après, racontent un peu n'importe quoi. Et je crois que le manque d'information donne souvent lieu à des prises de position qui vont pas dans le bon sens et qui sont plutôt extrémistes. Je crois que c'est de l'information avant tout. Il faut informer les gens et leur dire qui sont véritablement ces personnes, d'où elles viennent et pourquoi elles sont là. L'inquiétude des gens, c'est bien normal que les gens soient inquiets. Quand on voit arriver des personnes qu'on ne connaît pas, on ne sait pas quelles sont leurs origines, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, etc. Mais il faut aussi expliquer aux gens qu'il y a des structures qui les ont accueillis. Il y a le CADA qui a fait quand même un travail considérable. Ils ne sont pas lâchés dans la nature sans aucun regard. Je veux dire par là qu'ils sont cadrés. Et au niveau des communes où ils sont arrivés, je pense que pour l'instant, il n'y a pas lieu qu'il y ait des problèmes. Et le second point qui ressort, c'est l'éventuelle priorité envers les migrants par rapport aux pauvres. Donc les mêmes questions par rapport à ça, quelle est votre opinion? Je crois qu'il ne faut pas qu'on mélange tout. Les pauvres, bien évidemment, il ne faut pas les sous-estimer. On a en France des tas de gens qui sont sous le seuil, qui sont dans la précarité. Et je crois que là, il n'est pas question pour autant de les laisser tomber. Mais je crois que l'amalgame, justement, il se fait de cette façon-là. Parce qu'on dit on a beaucoup de pauvres en France, effectivement, et du coup, on n'a que des migrants. Mais les migrants sont là, et je pense quand même qu'on est des gens, des êtres humains normalement constitués, et on ne peut pas, justement, être indifférent à la misère, à la souffrance, etc. C'est bien de pouvoir aussi leur redonner l'envie de chanter, hein, parce que j'imagine qu'ils n'ont pas toujours dû chanter. Hein. C'est facile d'avoir le ventre bien plein, d'être sur un lit bien douillet, et puis de se taper sur le ventre en se disant que tout va bien. Hein. Je veux dire par là qu'à un moment donné, il faut aussi peut-être regarder par la fenêtre et voir ce qui se passe dans la rue. Hein. C'est important. Non, mais c'est important. C'est pour ça que ces moments d'échange, je pense que c'est vraiment très important. Bien sûr, bien sûr. Pour combattre les préjugés aussi, du coup. L'égoïsme et le racisme font parfois malheureusement bon ménage, hein, et je crois que d'ailleurs c'est lié. Hein. Un raciste est forcément un égoïste. Hein. Je suis surpris de voir la façon dont il parle déjà, en étant arrivé avec aucune notion finalement. Oui. L'élu, il a un rôle d'écoute, on doit écouter les gens, mais on est là aussi pour apaiser en permanence, je dirais presque pour arrondir les angles et pour faire en sorte que tout le monde puisse vivre en bonne harmonie. C'est le rôle principal de l'élu. Il faut se mettre à leur place. Ils arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Comment on va nous regarder? Comment on va réagir vis-à-vis de nous? Si déjà on a des visages, on connaît le maire, on connaît le personnel de la mairie, les gens qui seront susceptibles de nous apporter une aide, les conseillers municipaux, les adjoints, c'est important pour eux. Je veux dire, c'est aussi les aider à vivre justement dans notre société. Et les intégrer, c'est une façon de les intégrer. C'est pas en les regardant de loin, de derrière une fenêtre, en disant tiens, c'est les migrants qui passent. Je crois qu'à un moment donné, il faut leur tendre un petit peu la main, et puis leur parler, etc., pour les intégrer, justement. L'association GLACA, qui est sur notre commune, et que je félicite, j'en profite pour remercier et féliciter pour le travail important qu'ils font en matière, justement, humanitaire, je dirais, parce que c'est presque de l'humanitaire, hein, d'accueillir des gens comme ça. Il y a un gros travail d'information, d'accueil et puis de sensibilisation. On est là pour sensibiliser justement tous ces gens qui sont dans l'ignorance totale et qui croient qu'on s'amuse, qu'on fait venir des gens de partout, par plaisir et sans barrière et sans prendre en considération les risques et les dangers que ça pourrait nous représenter. Je crois que les choses elles sont cadrées et qu'à un moment donné, il faut apprendre à vivre ensemble, tout simplement.
Un des points essentiels qui en ressort, c'est les inquiétudes des gens sur la capacité de la France à accueillir les étrangers. Donc, quelle est votre opinion sur ce point et les inquiétudes des gens sont-elles justifiées? Alors, mon opinion par rapport aux inquiétudes et aux peurs que on peut légitimement comprendre, hein, c'est de dire que forcément, quand on est dans un pays où on voit une montée de la précarité, parce qu'on a de plus en plus de gens en situation difficile en France, donc ces gens-là sont atteints psychologiquement, physiquement parfois, ils n'ont pas accès à certains services, à certains soins. Donc forcément, ils sont d'autant plus perméables quand on va leur dire qu'il y a un accueil possible de population. Inévitablement, ils font le lien entre leurs difficultés, leur précarité, qui va peut-être être encore grandissante si, faut partager les choses avec davantage de personnes. Et je comprends tout à fait qu'ils ne soient pas donc, dans une dynamique d'accueil positif vis-à-vis des personnes qui arrivent, des réfugiés, des migrants. C'est une situation bien entendu, que je peux comprendre. Plus on viendra en appui au développement dans ces pays, et moins on se retrouvera à accueillir des populations qu'on n'a pas forcément souhaité accueillir. C'est-à-dire que plus ils seront... Il n'y a jamais personne qui quitte son pays par plaisir. Hein. On quitte son pays parce que c'est plus vivable, c'est plus possible, c'est insupportable, la guerre est là, c'est un danger de mort de chaque instant. Donc c'est pour ces raisons que nous nous retrouvons avec des gens qui arrivent chez nous, et parce que très majoritairement, et c'est encore une fois bien ces personnes-là que l'on cible et que l'on va aider, c'est parce qu'elles sont en danger de mort chez elles qu'elles viennent chez nous uniquement. Si elles sont bien, les populations restent chez elles, hein. Elles quittent jamais leur pays par envie de migrer. C'est un faux débat que de dire il ne faut pas aider le Sénégal, il ne faut pas aider Haïti, et il faut rester concentré sur ce qu'on doit faire en Savoie. C'est assez facilement, on va dire, démontable comme argument. Donc j'ai eu parfois, oui, à un petit peu me justifier par rapport à ça, mais de moins en moins. L'autre nous fait peur parce qu'il nous ressemble tellement. On est tellement semblables qu'on finit par avoir peur de nous-mêmes en se regardant dans le visage de l'autre. Qu'est-ce qui manque? Autour de moi, on est 38 conseillers départementaux. Dès l'instant où je les ai mis en relation avec les Sénégalais et les Haïtiens, ils étaient conquis et ils n'avaient qu'une envie, c'était de poursuivre la relation, le partenariat et tout ça. Donc ça va complètement dans le sens de ce que dit M. Yayaoui. La rencontre est essentielle. L'échange, il n'y a rien qui peut remplacer ça. Enfin, moi, je suis admirative. Je me dis, l'ACA et dans notre Comte de Savoie porte vraiment cette dimension humaine, cette dimension de cohésion qui fait que on ne se monte pas les uns contre les autres, mais on avance tous les uns avec les autres et pas les uns dans des tuyaux d'orgue ou qui se rencontrent jamais. Et comment pensez-vous pouvoir agir pour favoriser l'ouverture et la rencontre des autres? Alors, en soutenant un certain nombre d'initiatives, comme celle portée par l'ACA, à travers aussi des associations que l'on soutient, comme Pays de Savoie Solidaire, comme des projets qui sont portés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet Migrants Saines, tout ce qui concerne donc le développement de ces occasions de rencontres. Et bien à partir du moment où on entre en relation, où il y a un échange qui se crée, où on est dans l'humain, je suis persuadée que toutes les barrières tombent et que le Savoyard, le Français, la personne, on est tous très très généreux et on a tous envie de donner. On ne peut pas décemment penser une seconde que qui que ce soit ne soit pas dans cette envie d'aider son prochain. Je le pense fondamentalement. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que tant mieux si ces actions existent, si elles sont bien portées ici localement.
Tant mieux si on a de plus en plus de bénévoles, mais c'est de notre responsabilité aussi d'élus que d'en parler pour que ça fasse naître des questionnements, des réflexions et que les choses en fait se co-construisent tout simplement avec les regards des uns, les regards des autres et que ça se fasse dans la plus grande, on va dire, sérénité locale. Moins on en parlera, plus on stigmatisera, comme le disait M. Yayaoui, plus on va avoir tendance à figer un peu les choses. Alors, je pense que il en va des conseils municipaux, il en va des associations, il en va de tous les réseaux que l'on peut actionner. Il nous faut prendre à bras-le-corps cette question, en parler simplement et accepter les différences des uns ou des autres de point de vue pour pouvoir vraiment croiser nos différents regards par rapport à cette situation. Et c'est comme ça que les choses s'articuleront au mieux, je pense. Sur la capacité de la France à accueillir tout le monde et l'éventuelle priorité entre les migrants par rapport aux pauvres. Donc, quelle est votre opinion sur ces deux points et les inquiétudes des gens sont-elles justifiées ? Je ne crois pas que la France ait les vocations à accueillir tous les migrants de la Terre. Hein. D'ailleurs, elle en a accueilli plutôt beaucoup moins qu'en Allemagne. Mais je crois qu'on doit prendre notre part. Il faut surtout qu'il y ait une qualité de l'accueil et qu'on aide ces gens à obtenir un statut de réfugié, souvent de réfugié politique, parce qu'en fait, c'est bien ça la question, et qu'on les aide à vivre en attendant qu'ils puissent effectivement retourner dans leur pays. Pour beaucoup de migrants, pour les 9/10 d'entre eux, leur seul souhait, c'est de retourner dans leur pays. Voilà, moi je crois qu'il y a sûrement en tout cas de la place en France pour accueillir un certain nombre de migrants et les accueillir décemment, comme des hommes qui ont été chassés de chez eux et qui méritent toute notre attention. Les inquiétudes, elles sont légitimes, mais je pense que naturellement, les gens sont généreux et accueillants. Et vous vous rendrez compte souvent dans la vie que ce n'est pas ceux qui ont le plus de facilité à accueillir qui le font le mieux. Hein. Parfois, on n'a pas grand-chose, mais on partage le peu qu'on a, parce qu'il y a aussi une solidarité entre ceux qui en bavent. Et par rapport à l'inquiétude d'une éventuelle priorité envers les migrants par rapport aux pauvres en France, certains nous parlent de ça. Oui, moi je ne fais pas la hiérarchie dans ceux qui ont besoin de notre aide à tous. Et je crois qu'il faut qu'on continue en France à développer des politiques sociales qui soient ambitieuses, hein, et qui permettent vraiment à tout le monde de vivre décemment. Et bien sûr aux Français en priorité pour ce qui nous concerne, puisqu'on est en France. Mais il faut absolument qu'on sache aussi avoir toute la générosité quand des gens qui viennent d'ailleurs ont besoin de nous. Ça a toujours existé, des mouvements de gens qui avaient besoin d'être accueillis. On doit tous être à égalité. Il y a ça dans notre devise, l'égalité. Et elle doit jouer comme la fraternité et comme cet espoir de liberté qu'on peut donner aux migrants. Parce qu'on est français, on doit défendre tout homme qui a besoin de nous dans ce monde, quoi. Je pense que c'est compliqué de réagir, hein, de réagir à une situation qu'on vit. Mais la réaction, ça doit être en permanence de regarder l'autre comme il est. Et l'autre, il a aussi des enfants, il a aussi des parents, il a juste la même envie de vivre libre que nous. Et ça doit nous pousser qu'il y a une chose, c'est le respect. Je vous conseille tant pis si vous le coupez après, hein, mais pour votre film, de bien écouter une chanson de Julien Clerc qui s'appelle Réfugiés, qui dit on est tous des réfugiés. Et voilà, sur cette terre qu'il faudra bien un jour partager. On vit tous sur une terre où on doit pouvoir respirer le même air non pollué, manger dans les mêmes conditions, enfin, c'est-à-dire de suffisance, et on doit pouvoir vivre décemment partout où on se trouve.
En tant qu'élu, est-ce que vous pouvez avoir une place dans la lutte contre la discrimination et le racisme ? En tant qu'élus locaux, nous pouvons faire des choses parce que plus on permettra aux associations de se développer, les clubs sportifs c'est très flagrant pour moi, sur un terrain de foot, il n'y a plus de noirs, de blancs, de réfugiés, de français, de je ne sais pas quoi, il n'y a plus que des joueurs de foot qui partagent une même passion. Mais c'est vrai que le rôle des élus, c'est de permettre à des équipements de se construire, à des clubs de se monter, à des associations de vivre. Et cette vie-là, c'est parce qu'on vit ensemble, qu'on se connaît mieux, qu'on s'accepte mieux et qu'on ne peut plus être raciste avec celui avec qui on vient de faire une partie de foot, avec qui on vient de jouer un morceau de musique. Après, peu importe ce que l'on pratique et quelle est sa passion, mais je crois que c'est là où on a un vrai rôle à jouer. Celui qui est normalement constitué, et qui est généreux et qui a envie de partager, il se retrouve face à un homme ou une femme qui a juste besoin qu'on l'accueille correctement. Moi, je pense que dans ce pays, il faut que les réfugiés soient accueillis de partout, par petits groupes, par famille, par petits groupes, et qu'on évite des grands rassemblements. Je crois que c'est ça qui engendre la violence et de la part des réfugiés, qui sont mal accueillis, et de la part de l'environnement, qui forcément ne peut pas bien accueillir des grands groupes de gens. Mais si chacun prend sa part et accueille dans des petits villages des plus petits nombres, et puis dans des plus grandes villes des plus grands nombres de réfugiés, alors je crois que les choses se passeront bien. Prenons en Europe et chacune de nos communes en France notre part à l'accueil de gens qui en ont besoin. Il y a sûrement des migrants d'aujourd'hui qui seront des Français demain. Il y en a d'autres qui rêvent que d'une chose, c'est de retourner dans leur pays. Dans tous les cas, c'est des habitants de cette planète qui méritent qu'on les regarde comme des femmes et des hommes qui à un moment donné ont besoin d'aide. Et puis dans la vie, on est un jour chez soi, un jour un migrant, et puis on est un jour quelqu'un qui a des moyens, et puis le lendemain quelqu'un qui en a moins et qui a besoin de la solidarité nationale. La vie, c'est comme ça. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Martin Luther King. Mais nous avons remarqué un frein à ce vivre ensemble, les préjugés. Notre aventure nous a permis de comprendre leurs origines et surtout comment les combattre. Vous l'aurez compris, la clé, c'est la rencontre. Psychologues, élus locaux, habitants de la région. Nombreux ont été ceux qui nous ont parlé de l'échange, chacun à leur manière. Plus on est dans la rencontre, plus l'inquiétante étrangeté chez l'autre s'estompe. C'est les équipements et les services qu'on met en place qui permettent la rencontre et qui du coup... La rencontre est essentielle. Peu importe d'où l'on vient, peu importe nos croyances. Nous sommes tous des êtres humains en quête de bonheur. Maintenant, c'est à vous de jouer. Ne manquez pas les occasions de rencontre. L'autre semble si loin, mais il est en fait si proche.